Good afternoon, everyone. Welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Nathalie Yambo, bon après-midi. Bon après-midi, Nonsen Azé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Les aires de stationnement des taxis et motos peuvent-ils mettre fin au désordre urbain dont la capitale économique Douala, le maire de la ville, compte aménager pour désengorger les axes routiers déjà encombrés? Georges Mitterrandam et Sédingding. Le communiqué de presse signé de la mairie de la ville est un peu plus clair et prévoit en substance de désengorger les axes routiers du rond-point d'Eido dans le 1er arrondissement en mettant sur pied des aires de stationnement pour les mototaxis. Une fois sur place, l'aire de stationnement est bel et bien matérialisée. Mais déjà au premier coup d'œil, une inquiétude se glisse comme un cheveu dans la soupe. Les mesures que la mairie a prises pour le moment, en ce qui concerne le cas du rond-point, je pense que ça n'aura pas de fait. Quand je regarde là, elle est trop petite. Selon moi, je vois que c'est très nécessaire pour les motomans, les taximans et les gens de peut-être Suza. C'est bon, les taximans, je vois que c'est très petit. Parce que là, déjà ici, l'espace est un peu plus grand que là-bas, mais déjà ici, vers 8h, 9h, il y a tellement d'embouteillage que même le piéton ne peut pas passer. Une aire de stationnement de moins d'1 hectare, censée contenir le flux de mototaximens partant des parties est, ouest et nord de la ville. Ce qui pose un autre problème, celui des entrées et des sorties. Bon, à mon avis, ça ne serait pas suffisant. Puisque déjà la voie d'accès pour le parking qu'ils ont créé est vraiment insuffisant. On devait le faire à partir de l'échangeur en venant de Bonaberi. Tous ceux qui viennent de Bonaberi entrent sans problème, sans toutefois contourner encore dans la ville afin d'entrer. Les principaux concernés émettent des réserves quant à ce nouveau projet de la mairie de la ville et certains d'entre eux vont même jusqu'à ironiser la chose. La nouvelle loi, elle est bonne. Le suprême a vu que nous amasser là, c'est plus bien. Donc on n'a pas de problème. Même s'il faut nous appuyer, on va entrer. C'est une bonne initiative. Mais la seule condition, ce que nous demandons, c'est qu'il faudrait qu'on prenne des dispositions pour que les taximans laissent les clients à l'intérieur. La mesure, elle, doit entrer en vigueur dès ce 14 juin. En attendant, d'autres ont déjà trouvé une première utilité à ces aires de stationnement. On parle d'éducation à présent. Ce mercredi marque la deuxième journée des épreuves écrites du BEPC sur l'ensemble du triangle national. Déjà hier, la ministre des Enseignements secondaires a fait le tour de quelques centres d'examen pour s'assurer du bon déroulement des épreuves dans un contexte marqué par des irrégularités observées durant la session du baccalauréat 2021. Le reportage de Joël Essengue et Guy Zogo. Avec le brevet d'études du premier cycle, la ministre des Enseignements secondaires semble plus dans son élément. Dès la première journée de cet examen, elle s'est en effet rendue dans 5 établissements de la capitale, avec un accent mis sur les candidats vivant avec un handicap. Il y a des salles spéciales qui ont été aménagées, les malvoyants, les malentendants, et les dispositions ont été prises par rapport aux épreuves. Par exemple, la transcription des épreuves en braille sur les horaires, on leur augmente toujours 10 minutes ou 15 minutes d'autres candidats normaux. De ce qu'elle aura vu, Pauline Nalova-Lyonga retient surtout les dispositions prises pour les candidats portant un handicap. Si, de sa tournée, la ministre des Enseignements secondaires en a tiré de la satisfaction, elle laisse transparaître néanmoins un bémol sur la disposition des candidats dans les salles où l'on semblait à l'étroit. Il n'empêche, la direction des examens et de la certification du ministère des Enseignements secondaires précise s'être attachée à bien organiser la session du BPC 2021. Nous avons mis les bouchées doubles pour que les examens se déroulent dans de bonnes conditions. Les épreuves ont été apprêtées à temps pour les candidats. Tout a été acheminé à temps. De plus, pour cette direction, le cru 2021 du BPC est couru à travers le pays. Nous avons 215 422 candidats pour 1094 sous-centres d'examen. Nous avons des candidats porteurs d'handicap qui sont au nombre de 78 sur toute l'étendue du territoire. Il faudra néanmoins se montrer prudent tant les examens officiels
réserve souvent des surprises au Cameroun. Et dans ce journal, évoquons à présent l'enclavement des bassins de production dans le département du Mungo, région du littoral. Là-bas, les routes agricoles sont en piteux état. Les producteurs peinent à écouler leurs produits vers les centres urbains. Et cependant, la mairie tente donc de pouvoir désenclaver certaines localités. Voici le reportage de Gladys Sidi. La ville de Konsomba, dans le département du Mungo, est confrontée au mauvais état du réseau routier. En périphérie comme au centre-ville, les populations ont du mal à se mouvoir. Toutefois, dans le premier arrondissement, les riverains voient une lueur d'espoir. Après leurs multiples revendications, la commune vient de réhabiliter certaines routes. C'était les trous par-ci, les nids de poux par-là, les demi-goudrons de 1960 par endroit. Et ce n'était pas beau, c'est par rapport aux Dodan. Parce que les bensikinons, là, ils vont porter les vélos, là, les motos là sur la tête. Vraiment, il faut au moins 1, 2, 3, 4, 6 jusqu'à là-bas en haut. Sinon, on va ramasser les cadavres ici. Je vous jure. C'est un projet qui s'inscrit dans le cahier de charge de cette commune d'arrondissement. Konsomba est dans un vaste chantier. Toute la ville est en chantier, il faut le dire, que ce soit au centre de la ville ou dans la périphérie. Donc nous sommes en plein chantier, comme vous le constatez vous-même. Et ça, nous sommes très heureux et très contents de constater enfin que ce qui avait été prévu est en train de se réaliser selon le respect des cahiers de charges. Si l'initiative est saluée par les populations de Konsomba 1er, elles attendent bien plus des autorités pour le développement de la ville de Konsomba. À Crébiche, dans la région du Sud, l'hôpital de district ne présente pas fière allure. Le plateau technique et équipement dans cette unité de prise en charge sont vétustes. Le personnel médical fait des pieds et des mains pour offrir les soins de qualité à des patients qui arrivent de plus en plus. Ce tableau sombre a été présenté au ministre de la Santé publique qui a effectué une visite il y a quelques jours dans cette localité. Joseph Abenabena. C'est l'hôpital de district de Kribi qui accueille ce jour le ministre de la Santé publique. Sa fière allure et les équipements visibles cachent mal l'état piteux et anachronique de son plateau technique. Le mal est partagé dans tous les compartiments de l'hôpital. Ici, au bloc opératoire, la majorité des machines importantes ne fonctionnent pas du tout. Cet appareil qui produit la chaleur humide est en panne. Obligé de travailler avec celle-ci qui produit la chaleur sèche. Cet autre appareil qui permet de faire l'anesthésie générale est également en panne. L'anesthésiste est obligé de recourir aux artifices relevant de son génie pour préparer le patient à l'opération chirurgicale. Au bloc opératoire proprement dit, c'est la catastrophe. Cette signalétique ne fonctionne pas. Pis encore, cette table d'opération ne permet plus un travail scientifique. Dans cet autre compartiment, les 2 fauteuils dentaires sont hors d'usage. C'est avec beaucoup de diplomatie que le directeur de l'hôpital expose cette situation chaotique au ministre de la Santé publique. Monsieur le ministre, nous souhaiterions avoir un renforcement en personnel sur le plan infrastructurel, la réhabilitation des bâtiments vétustes, la construction d'une unité d'urgence, d'un service de néonatologie, d'un bloc opératoire gynécologique, la mise en place d'un système d'approvisionnement autonome approprié en eau potable, l'acquisition des couveuses pour la prise en charge de nos nouveau-nés. La vétusté de notre plateau technique est un handicap pour faire face aux défis qui nous interpellent. Par exemple, nos services d'imagerie et d'odontostomatologie qui ont servi du matériel, mais celui-ci est dépassé. Le mouvement de population et l'urbanisation galopante de notre chère cité nous donne des insomnies sur notre capacité à pouvoir répondre aux besoins de notre population. Le ministre qui prend soin de faire le tour au détail près de cette formation sanitaire, Manaouda Malachi, marque son étonnement, mais fait des promesses sans délai. J'étais à l'imagerie là-bas, il n'y a rien pratiquement. Dans les salles d'hospitalisation, les lits, ça véritablement, l'hôpital de Kribi mérite mieux que cela. Nous demandons pour cela que le directeur travaille en étroite collaboration avec nos équipes
au fur et à mesure, c'est que nous pouvons disposer déjà qu'on puisse le mettre à disposition. L'hôpital de district de Kribi est une vieille formation sanitaire qui date de l'époque de l'occupation allemande. Si la ressource humaine s'efforce d'être dévouée au travail, son plateau technique actuel est un véritable handicap pour la prise en charge des citoyens et des touristes qui arrivent dans cette cité balnéaire de Kribi. À présent, l'actualité sportive, le Cameroun abritera la CAN 2022 prévue en janvier. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football a rassuré le gouvernement et le peuple camerounais au terme d'une visite de 2 jours en terre camerounaise. Véron Mosengo Omba a indiqué que le niveau des préparatifs est satisfaisant en dépit de quelques derniers réglages à opérer. Le patron administratif de la CAF a précisé que ces réglages à faire ne saurait hypothéquer ou voire encore compromettre la tenue de la CAN 2022 au Cameroun, ce qui met donc un terme aux supputations et polémiques sur un probable retrait de la compétition au Cameroun. Je vous propose donc d'écouter à présent le secrétaire général de la Confédération africaine de football qui fait le point sur les préparatifs et le cas du stade Olembe encore inachevé. Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, et le comité exécutif de la CAF, dont le vice-président est ici présent, sont satisfaits du travail, de l'organisation pour qu'on puisse délivrer une meilleure CAN jamais organisée auparavant. Donc le travail avance très bien. Bien sûr, nul n'est parfait. Le monde parfait n'existe pas. Il y a quelques réglages à faire, raison pour laquelle on était ici pour parler de ça. Donc, les choses avancent très bien. Donc, on vient d'ouvrir même le bureau ici, dans ce bâtiment, un bureau de la CAF. Donc, la CAF sera présente ici. Ça, c'est un outil qui marque la bonne collaboration entre les autorités publiques, la fédération et la CAF. Donc, ça montre qu'on veut vraiment travailler, aller de l'avant, aller tous ensemble. Je ne voudrais plus répéter ce que je vais dire tout à l'heure. La CAN sera organisée dans ces magnifiques pays au mois de janvier 2022. Ça c'est clair. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Et justement, sur le chemin de la CAN 2022, allons à la découverte des premières équipes qui ont été créées une dizaine d'années après l'introduction du football au Cameroun. De la rue Saint-Ger à Akwa, le football s'était répandu comme une traînée de poudre, suscitant ainsi un engouement populaire à travers le pays. C'est un reportage signé Jean-Paul Chougnat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. 30. Un premier championnat et coupe en 4 poules est lancé à Douala, suivi de la fondation de la première fédération qui organise le premier championnat officiel au cours de la saison 1934-1935. Des ligues de football sont créées dans le Mungo, le Nyon Ekele, la Sanaga Maritime, le Rognon, la Mifi, le Mbam et la KDI. Le foot devenait alors un phénomène de société inquiétant. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Inon Senazi. Right, Nadine Yambo, good afternoon once again to you, viewers. Thanks for staying with us. We begin the southwest region to talk about the attack that took place on Monday in the locality Moya in Boya, Chieftown of that region, where separatist fighters stormed the streets, shooting and arousing panic. They equally burned down at least 5 vehicles, though no life was lost. Derek Jotto has more. Tuesday, June 15 in Boya came with the pictures of Monday, June 14. It is now clear that 5 cars that were stationed here at this filling station in Munya, directly opposite the 3rd District Police Station, have now been reduced to ashes. This dot is a witness to the type of weapons they brought. Time has not only revealed the damages these gunmen made death on everything around here, but their target too have been made known. They came for the Munya Police Station. A source from Munya Police Station told Equinox Television that the separatist fighters came as a retaliation for their camp was destroyed days ago, and then attacked and rained down bullets on the identification office
of the Munya police station, destroying all the equipment before they were pushed back. At the moment, there is no official statement from the authorities as to the level of damages suffered. Buea this Tuesday has gained back a traditional bustling picture as the population pray not to register a similar Monday like Monday, June 14, 2021. Paul Tanganji says the security situation of the two English-speaking regions of the country is under control. Speaking to reporters on the sidelines of the first semester conference of the 10 regional governors for the year 2021, Minister Paul Tanganji highlighted some security challenges, urban disorder and others, which he said are being tackled by government. Southwest Governor Bernard Sokala Bilai on his part urged the population to collaborate with the military and defense and security forces in the fight against insecurity. In the Far North region and Adamawa region, Governors Mijiyawa Bakawi and Kidaji Bukar say the security situation is gradually returning to normal, with a month of Ramadan which unfolded in a void of any suicide bomb attack for the first time. East Governor Gregoire Mvongo highlights government's efforts to fight illegal mining and its consequences. And now we take you to the West region, notably in the Bambutos division, where a house belonging to an individual has been set ablaze allegedly by separatist fighters. The house is said to belong to the president of the local vigilante committee. Smanji Kangeva reports. Sad day for the inhabitants of Mengo village, situated about 4 kilometers to Galim in Bambutos division of the West region. The resident of Tenku Hile, president of the Vigilante Committee, was set ablaze by unknown persons who stormed the village. Inhabitants of the village told Equinox television reporters that the act was committed at 11 p.m. when this group of unknown persons came into the village. Though no gunshot was heard, the population got up from their bed after an alert made by Mr. Tenko Hile, whose house was on fire. Fortunately, Tenku Hile's family was safe as no one was hurt, though properties were destroyed. The men who committed the act are not yet known, though the population say it might just be another attack from separatist fighters who for the past months have been making incursions into Galim. Investigations which have already been opened will bring to light the perpetrators of this act. 4 road networks characterized the town of Kongsamba in the Mongo division of the Littoral region for over 30 years, according to locals who say they have been unable to move from one place to another. For the first time in Kongsamba 1 subdivision, their frustration transforms into joy as the council, in collaboration with authorities from the Ministry of Housing and Urban Development, rehabilitate some of their deplorable roads. According to locals, craters were found on the roads for several years, not favoring mobility at all. That if speed brakes are not mounted, uncountable accidents will be registered on these third roads. L.R. Umanu, mayor of Kongsamba 1, says there was absolutely need to grant attention to the road crisis that aroused vexation among the population. That the whole of Kongsamba, whether in the hinterlands or central town, is experiencing this development win. They are happy this planned mega project on their assignment sheet is being realized. Though saluting their initiative, the population of Kongsamba 1 awaits more of such action from authorities geared at enhancing development of Kongsamba.
And on to this brief note in sports, the Secretary General of the Confederation of African Football has assured the government of Cameroon and Cameroonians that the African Nations Cup will take place in the country. He was speaking during a 2-day visit in the country, equally noting that the preparations are satisfactory. Equally, that nothing stands to prevent the holding of the African Nations Cup in the country. This is coming to wipe away the doubts that many Cameroonians have been nursing that Cameroon will not host the AFCON 2022, that's in January, because of unpreparedness. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. Tomorrow is another. God willing. Merci Innocent Nazé. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.